Salut Alexandre, Salut Julien. comment tu vas? Eh ben très bien, très bien, très Ouais, bien. Je suis très content d'être là. top, ça me fait plaisir moi aussi. La première question, c'est est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance, s'il te plaît? Et ben la performance, je crois que c'est une définition qui est très personnelle et qui en fait varie en fonction des individus. Je pense que la performance, en tout cas pour nous en tant que professionnels de santé, c'est d'arriver à accompagner nos patients vers leurs objectifs, aussi élevés soient-ils et parfois aussi modestes soient-ils. Et que je pense que c'est, pour moi, la performance, c'est aussi une grande notion de satisfaction pour le sportif ou pour le patient. Et c'est qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est arriver à discuter avec nos patients pour trouver des objectifs raisonnables en fonction de leur niveau et puis en fonction de leur état de santé. Et puis les aider à atteindre ces objectifs. Ok, top, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et quel était ton parcours jusqu'ici? Ouais. Donc je suis chirurgien orthopédiste. J'ai 38 ans. Je travaille à Paris à la clinique du sport. J'ai un parcours finalement assez classique avec du coup une faculté de médecine. Initialement, moi, je voulais devenir kiné. Et puis en fait, ayant eu la possibilité de faire médecine, je me suis dit que j'allais faire de la médecine du sport. Ensuite, j'ai essayé de faire de la médecine du sport. J'ai travaillé notamment, j'ai eu la chance de faire un stage au PSG avec le docteur Eric Roland. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas outre mesure. Et puis du coup, contraint et forcé, je me suis retrouvé à faire de la chirurgie orthopédique pour faire de la pathologie du sport. Ce qui était déjà ce que faisait mon père, donc ça m'emmerdait un peu de finir là, mais bon, finalement c'est quand même ça ce qui me plaît quoi. Ok, ah, c'est énorme. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer déjà entre kiné et médecine et après, alors tu dis entre médecine et chirurgie, mais entre kiné et médecine, qu'est-ce qui Bah t'a en fait fait, basculer? kiné ou médecine, c'était vraiment le côté d'avoir la possibilité de faire médecine. Je me suis dit au pire, je pourrais rebasculer secondairement vers de la kiné, et donc je me suis dit autant essayer. Et puis médecine du sport, en fait, je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup de gestion un peu de day-to-day problème des sportifs pros, avec en tout cas dans la médecine de club parfois plus de la conciergerie médicale que réellement de la médecine du sport. Et ça me plaisait pas trop. Donc c'est vrai que l'avantage avec l'orthopédie, c'est que n'étant pas rattaché à un club à proprement parler, euh, je reste vraiment centré sur le cœur de mon activité, à savoir bah, pour moi, la médecine du sport et la chirurgie, parce que je vois pas que des gens à opérer, donc j'ai aussi une part de médecine du sport dans mon activité, quoi. Ok, top. Et t'as fait une partie de tes études en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, en fait, donc pendant mon cursus, j'ai eu la chance en quatrième puis en sixième année d'externat de pouvoir faire un stage d'externe en Nouvelle-Zélande. À ce qui s'appelait à ce moment-là la clinique Adidas du sport, qui était une clinique qui était sponsorisée Adidas. Donc on avait des sabots de bloc Adidas et tout, c'était très chic. Et puis ça m'a beaucoup plu parce que là-bas en fait j'ai découvert un truc qui me plaisait pas mal, qui était la notion en fait de chirurgien du sport. C'est-à-dire qu'en France on est très appareil centré entre guillemets, c'est-à-dire que il y a des chirurgiens de l'épaule, des chirurgiens du genou, etc. Puis moi ça m'allait pas trop cette idée parce que euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de parallèles entre un sportif avec une instabilité d'épaule et un sportif qui avait une instabilité de genou, notamment une rupture du croisé, versus une instabilité d'épaule et une dame avec une rupture de coiffe ou une prothèse d'épaule. Je voyais pas trop le lien. Et puis il y avait aussi une approche très centrée sur le sportif avec la notion justement tout ce qui est s'intéresser un petit peu aux spécificités du sport, la position, le nombre d'années de contrat, les objectifs sportifs à court et long terme, ce que parfois j'avais pas trop l'impression de retrouver chez des chirurgiens qui faisaient que du genou par exemple et qui approchaient leur consultation un peu de la même manière, que ce soit une prothèse de genou
ou un sportif avec un croisé. Et donc finalement ça me plaisait bien. Et donc pendant mon internat, j'ai décidé d'y retourner, cette fois-ci pendant une durée de 6 mois, dans le cadre d'un interchu là-bas. Et en plus de ça, c'est vrai que moi j'ai bien aimé parce que ça m'a fait pas mal progresser en anglais médical. Ça m'a permis de voir une autre approche de la chirurgie et puis de me créer, mine de rien, des liens avec des chirurgiens néo-zélandais avec qui je suis toujours en contact, avec qui on échange pour des malades, qui m'envoient des rugbyman néo-zélandais quand ils viennent en top 14 et voilà. Donc ça, c'est quand même vraiment, ça, j'en garde vraiment un très bon souvenir, quoi. Ah, c'est génial. Et ça veut dire que comment tu prends en charge, quelle est la différence pour toi, par exemple, entre un rugbyman néo-zélandais qui se fait un ligament croisé, qui est peut-être en fin de contrat, et peut-être entre guillemets, un sportif sans être péjoratif, mais peut-être un peu plus lambda avec pas d'objectifs professionnels, juste des objectifs de loisirs. Est-ce que ça change, entre guillemets, toi, ta chirurgie, parce que tu penses au contrat pour le joueur pro et qu'il a, entre guillemets, une famille à nourrir, etc., et que tu penses à l'autre patient qui a des objectifs, on va dire, beaucoup moins importants et moins professionnels. Comment tu orientes ta chirurgie? Est-ce qu'elle est différente? Alors sur la question du LCA, pour moi, ça ne fait pas varier ma chirurgie, ça peut faire varier mes indications, c'est-à-dire que je peux avoir une approche beaucoup plus conservatrice dans le deuxième cas. Mm. Ça, mais ensuite sur la technique de ligamentoplastie, moi j'ai tendance à utiliser, on va dire dans 99% des cas, la même technique, en tout cas en première intention, à savoir une technique aux ischio-jambiers avec une reconstruction du ligament antérolatéral, parce que ça a montré et ça montre, nous, dans nos cohortes notamment, et moi je suis très attaché à ces analyses, on va dire, objectives de nos résultats, ça montre même chez les sportifs plus occasionnels ou plus âgés, une diminution significative du taux de rupture, avec des odds ratios hein, qui sont quand même quasi systématiquement supérieurs à 2, donc 2 fois moins de risque de rupture chez nos patients. Je trouve que quel que soit le niveau de pratique, on a quand même le droit d'avoir la technique qui permet d'avoir 2 fois moins de risque de rupture, quoi. Mm. Le Et seul truc où ça peut varier, et ça c'est un truc qui est très discuté, mais c'est sur la question des ménisques, avec la question de la suture méniscale ou de la ménisectomie. C'est sûr que la suture méniscale a tendance à allonger un petit peu le délai de retour au sport, mais en dehors des discours très très spécifiques du sportif professionnel avec des questions de contrat qui nous font un peu dévier de la question un peu médicale. Je pense que la suture doit être privilégiée dans quasi l'intégralité de nos patients, quoi. Mais quitte à ce que la suture échoue et avoir à faire une ménisectomie secondaire, quoi. et est-ce que ça t'arrive justement pour un sportif pro de lui expliquer entre guillemets, voilà, si on suture, on rajoute entre guillemets quelques semaines, mais on rajoute des années de vie entre guillemets à ce genou. Par contre, si on enlève un bout de ménisque, on gratte quelques semaines maintenant, mais on augmente le risque dans quelques années d'avoir des gestes un peu plus importants. Ouais, c'est une question qui est très compliquée parce que c'est la question de l'information médicale et je pense que parfois on a l'impression que les sportifs, on va dire, prennent pas les bonnes décisions parce que parfois ils ont des impératifs de revenus financiers, on va dire, immédiats parce que leurs carrières sont courtes et ils ont besoin c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin entre guillemets, de signer un nouveau contrat et tout ça. Et d'un autre côté, c'est vrai que je pense que parfois aussi les médecins, on a un peu la tendance à toujours vouloir encore décider à la place de nos patients et je pense qu'il faut effectivement s'assurer de la bonne compréhension de la part du patient, mais c'est pas parce que le patient prend une décision qui nous paraît mauvaise que il faut forcément s'opposer à ça, quoi. Ah, c'est intéressant. Et si on prend ce cas entre guillemets, toi tu l'informes et tu lui illustres et tu l'éclaires sur la décision, et après, si lui te dit non, non, mais moi, vous m'enlevez le bout de ménisque,
je m'en fous que dans 5 ans on me mette une prothèse, et tu lui fais signer une décharge en disant, ben voilà, j'ai éclairé tout ça, ou tu lui dis, bah, comme vous voulez, on fonce Non, comme ça. non, à partir du moment où l'information a été, en fait, le point clé, c'est à partir du moment où l'information a été comprise. C'est-à-dire que si le patient, il a compris les risques auxquels il s'expose, pour moi, honnêtement, mon rôle s'arrête là. C'est-à-dire que, voilà, on a discuté, le patient a choisi, c'est son genou, c'est pas le mien. Euh, donc, pour moi, euh, à partir de là, je me dois de l'accompagner du mieux que je le peux pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour son genou. Euh, je me rappelle, bah, avec un cas en plus récemment là qui fait écho à ça, c'est il y avait eu un papier qui avait été écrit dans le BJSM par le docteur Romain Zeil avec je crois le professeur Mathieu Olivier, justement sur la question de la reprise du sport, notamment sur la question de reprendre le snowboard chez un sportif professionnel après une prothèse unicompartimentale ou une prothèse totale de genou. Et l'article dans le BJSM se faisait plutôt le défenseur de dire on doit interdire à nos patients du coup de reprendre le snowboard dans le cadre d'une prothèse de genou. Et bah voilà, récemment on a Lindsey Vonn là qui reprend avec sa prothèse unicompartimentale. À mon sens, enfin, en tant que chirurgien, c'est pas mon rôle d'interdire la pratique des sports. Ça peut être le rôle des médecins des fédérations ou des médecins des assurances, mais pour moi, c'est pas mon rôle. Donc, si le patient il préfère faire une ménisectomie dans le cadre d'une anse de saut de son ménisque interne ou de son ménisque externe, bah, à partir du moment où il a compris que ça va flinguer son genou, c'est pas moi qui vais lui interdire, quoi. Mais c'est très discutable, hein. Il y a des gens qui vont vous donner un avis Mm, diamétralement opposé au mien, hein. mm, mm. Ouais, mais c'est ça qui est Ouais. passionnant. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, je pensais à ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir sur quelque chose, ou de te mettre d'accord avec ton patient ou ton athlète sur un type d'opération, et quand il est endormi et que t'as ouvert, te dire, ah mince, mais en fait, on peut plus faire ce qu'on voulait, ou alors au contraire, on était parti sur une suture et je vois que par rapport à l'IRM, c'est pas du tout situé là où je voulais, et comment tu prends ta décision, et comment après tu dis au patient. Et ben j'ai eu alors maintenant à la clinique du sport c'est très pratique parce qu'en fait on fait 95% je pense de rachianesthésie. Donc même si il y a une mauvaise surprise en opératoire, ben, je peux toujours en discuter avec le patient. J'ai souvenir d'un cas comme ça très compliqué, enfin très compliqué, qui moi m'a paru très compliqué, où j'avais opéré un jeune d'un ménisque discoïde quand j'étais encore chef de clinique à Cochin. Et en fait, c'était sous anesthésie générale. En plus de ça, le patient était mineur. Donc, franchement, c'est un peu compliqué. Et en fait, je rentre dans le genou et il avait une anse de saut de son ménisque externe qu'il était que j'ai impossible à réduire. J'arrivais pas à réduire l'anse de Mm, saut. Et, mm, en fait, elle revenait, mais en fait, c'était une anse de saut vieillie. Et du coup, j'avais pas la possibilité chirurgicale de la réattacher. mm. J'avais aussi moins d'expérience, etc. Et du coup, eh ben, j'ai décidé à ce moment-là de pas faire de ménisectomie et de pas faire de suture. Et en Ok. fait, je suis sorti du genou, j'ai réveillé le malade, j'ai dit bah, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. J'ai pas voulu prendre la décision de faire une ménisectomie de votre ménisque externe parce que pour moi, on n'en avait pas suffisamment parlé et les Mm, conséquences sont trop importantes. mm, Euh, je préfère prendre le temps de rediscuter de votre dossier avec d'autres gens avec plus d'expérience que moi, mm. et quitte à vous opérer 2 fois, parce que c'est ça dont on parle. Mais pour moi, c'était trop... Enfin, c'était pas raisonnable de vous faire une ménisectomie externe sans être absolument sûr qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'on n'en ait pas bien discuté ensemble. C'est énorme. Et tu dis, il était mineur? Ouais. Et est-ce que tu as hésité à faire appel aux parents? Je sais pas, ça paraît dingue, mais pendant Bah, l'opération, à dire, bah, tu sais, comme tu fais un appel à un ami ouais. sur. Bah, non, franchement, je me suis dit, en fait, dans une logique
voilà, de primum non nocere. Il vaut mieux en fait faire une On arrête. arthroscopie blanche Ok. comme ça se faisait avant. Hein. Parfois, Mm. l'arthroscopie diagnostique, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens le faisaient. Vaut mieux faire une arthroscopie blanche et se laisser la possibilité peut-être d'un autre type de suture que je connaissais pas à ce moment-là, euh, plutôt que de prendre une décision irrévocable, parce qu'une fois que j'ai fait la Mm. ménisectomie son C'est manche du fini. soie, on revient pas en arrière, quoi. Mm. C'est énorme. Ah, c'est ouf. Et Alexandre, tu as un aspect aussi recherche, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la recherche et comment tu arrives à mener de front la chirurgie et cette activité de recherche? Alors la recherche, ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui, enfin, habite ma ma pratique professionnelle, d'ailleurs, quasi autant que ma vie de famille, parce que je travaille quand même pas mal en dehors de mon temps, on va dire, professionnel. Euh, En fait, ce que j'adore dans la recherche, c'est que ça apporte des réponses. Alors ça répond pas à tout, mais ça apporte des réponses concrètes, pardon, à plein de questions que je me pose. Et je trouve que si on ne fait pas de recherche, en fait, on a des réponses, mais qui sont pas les bonnes. Et en fait, la première truc, moi, qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'est que entre la perception subjective qu'on a de nos résultats et nos résultats réels, il y a parfois un monde, et vraiment sans exagérer, quoi. Et j'ai parfois on est vraiment surpris de nos résultats, et je pense que le but c'est pas de publier des bons résultats, le but c'est d'avoir une objectivité sur nos résultats, et ce qui en découle c'est de pouvoir du coup informer nos patients correctement sur ce qu'on peut leur offrir et ce qu'on peut pas leur offrir avec notre chirurgie. Euh, et en fait de plus en plus maintenant je me mets à faire des recherches parfois sur des trucs qui sont non chirurgicaux, parce que notamment en France on a parfois du mal à avoir des résultats clairs sur nos prises en charge, que ce soit médicales ou rhumatologiques ou même rééducatives. Et en fait, il faut se forcer à avoir ce suivi de nos patients, à récolter ces informations qui parfois font pas plaisir, hein, parce que parfois on a des résultats qui sont pas bons. Et il faut aussi savoir publier nos résultats qui sont pas bons. Je pense notamment, et c'est un truc que j'avais beaucoup apprécié chez un de mes associés, c'est enfin, qui utilisait une technique spécifique pour les LCA mucoïdes, où il disait, voilà, j'ai l'impression qu'en faisant comme ça, il y a des bons résultats et moins d'instabilité secondaire. Et on a revu ces patients, et en fait, il y a les mêmes taux d'instabilité secondaire que la technique, on va dire, classique. Et ce qui m'a marqué, c'est que la première réaction de mon associé, ça a été de dire, bah, c'est hyper intéressant, il faut absolument publier ces résultats, justement pour dire que cette technique-là, en fait, c'est pas mieux, ça Elle est marche pas mieux. pas. Ok. Et donc, ça sert à rien de la faire, quoi. Mm. Et en fait, je pense que c'est ça, enfin, la bonne façon d'appréhender la recherche, c'est d'évaluer ses résultats. Quand ça marche pas, de dire que ça marche pas, et quand ça marche, de dire que ça marche pas. Mm. De pas forcément publier que quand ça marche. Et en fait, il y a deux freins à ça, enfin, le premier frein, c'est souvent que les gens, ils ont pas envie de publier leurs résultats quand ça marche pas, ce qui est évidemment un biais et qui est un problème. Et le deuxième biais, et ça c'est un biais qui vient plutôt de la part des revues, c'est que les revues ont du mal à accepter des papiers avec des résultats négatifs. Et ça, c'est un truc sur lequel nous, en faisant partie des revues, moi, en étant membre de l'éditorial board du KSSTA et de l'OTSR, il faut se forcer à accepter ces publications avec des hypothèses qui sont pas Mm. validées, parce que ce sont des Ça éclaire. résultats à part entière, et c'est des Mm. résultats qui sont importants de publier, quoi. Mm. Et est-ce que tu sais pourquoi les revues refusent? Parce que c'est entre guillemets moins sexy de dire ah ben ça au final ça marche pas que de dire ah ouais c'est super, c'est nouveau et ça marche. Ok, C'est aussi simple que ça. C'est aussi d'accord. simple que ça. C'est moins sexy. Ouais, ah c'est C'est dingue. moins Ouais, c'est vrai sexy. qu'après, en tant qu'humain, tu vas toujours plus facilement peut-être lire quelque chose où te dit oui ça marche, que tu vois l'article passé où tu dis ouais ça marche pas. Ouais bah ok, fin du game, ça Ouais, marche pas, on passe à autre chose.
Après, l'autre problème, c'est que pour montrer que quelque chose ne marche pas, statistiquement, c'est parfois beaucoup plus compliqué avec des Mm, notions notamment de puissance nécessaire qui sont mm, parfois beaucoup plus importantes. Alors que parfois, on a des résultats qui sortent statistiquement avec des effectifs très faibles, mm, où du coup, en fait, l'effectif n'est, enfin, c'est pas que c'est plus un problème, mais c'est moins un problème si statistiquement les résultats sortent, l'effectif est moins un problème mm, que si statistiquement ça sort pas, eh ben en fait, soit il y a effectivement pas de différence, soit il n'y a pas mm, la puissance nécessaire mm. pour montrer cette différence. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Et du coup, bah, sachant ce truc-là là, de recherche, ce qui a été sympa, c'est qu'à la clinique, du coup, j'ai pu monter là ces dernières années une réelle unité de recherche en fait avec du coup on a pu embaucher une statisticienne à temps plein qui est Eugénie euh, Valentin ou Eugénie de Berthier en fonction des publications ou dans la vie. Et puis on a également pu embaucher Mathieu Prideau qui est notre secrétaire scientifique. Et du coup, en fait, avec ces deux personnes et mes associés, ben, on a réussi à mettre en place une fellowship avec 12 fellows qui viennent d'un peu partout dans le monde se former sur des périodes de 6 mois avec nous à la clinique et qui du coup vont pouvoir mettre en place le suivi des patients. On a aussi développé notre outil de suivi personnel qui s'appelle Web Survey, qui est un outil de suivi de cohorte personnalisé pour nos malades. Et on a aujourd'hui 6 cohortes qui tournent en fait en continu avec tous nos malades qui sont rentrés dans les cohortes et qui sont relancés par les fellows à intervalles réguliers, ce qui nous permet en fait d'avoir aujourd'hui une quantité de données vraiment conséquente pour pouvoir justement répondre à ces questions qu'on se pose et pouvoir faire évoluer notre pratique aussi et mieux prendre en charge nos patients. C'est énorme. Et l'avantage aussi pour vous, entre guillemets, c'est que dès que tu sais, même avant que l'article soit paru, mais dès que tes collègues ont travaillé sur les stats et tout, et qu'ils te disent justement, ben, il n'y a pas de différence, ou alors si, ben là, cette technique, elle est mieux, tu peux carrément adapter et dire à tes collègues, ben voilà, c'est pas encore sorti, mais on sait que ça marche mieux. Ouais, bah c'est d'ailleurs, on a un groupe WhatsApp d'associés où dès que j'ai des résultats comme ça entre guillemets en preview, et ben je peux leur communiquer d'emblée. Et les résultats dont je te parle sur la ténodèse latérale, c'est un papier là qu'on a soumis et où en fait ce qui est incroyable, c'est on a fait des analyses en sous-groupe avec donc l'ensemble de notre population parce que du coup sur la cohorte nous qu'on appelle la cohorte FAST qui est la cohorte DLCA, je sais plus exactement, je crois qu'on est pas loin des 15 000 patients. Tu vois, on a fait une analyse en sous-groupe en fonction de l'âge et du Tegner. Et en fait, on se rend compte que quel que soit l'âge, quel que soit le Tegner, le fait d'ajouter une ténodèse latérale, en fait, ça diminue au minimum par 2 le risque de rupture. Donc, du coup, quand on a un patient de 40 ans avec Mm, un mm, Tegner faible, mm. et ben le risque de Quoi qu'il rupture arrive. sans ligament antérolatéral, il est très faible. Je sais pas, Mm, ça va être 2%. mm, Bah, quand même, si on fait une ténodèse antérolatérale, bah, c'est plus que 1%. Donc le delta bah, ça diminue de 1%. Mais du coup, bah, quand on prend des moins de 18 ans avec des Tegner élevés, et ben on va partir de, je sais pas, 18, et on va tomber à 9, ou même moins que ça, à 4 ou à 5. Donc le delta est beaucoup plus important. Mais en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que même chez les moins demandeurs, bah, en fait, ça avait quand même un intérêt, quoi. mm. Ah, c'est passionnant. Et par rapport à ce renfort latéral, est-ce que, alors première question, c'est est-ce que en Nouvelle-Zélande ils le faisaient déjà aussi? Et Très deuxième peu. question, ouais, très peu, d'accord. Très, très Et peu. deuxième question, est-ce que ça veut dire que tous nos patients opérés avant l'avènement de cette technique, dont je fais partie, est-ce que ça veut dire qu'on a un risque du coup plus important de se répéter par rapport à si on avait fait ce renfort? Très probablement, Eh merde. ouais. Allez, on arrête le podcast. Ouais, c'est clair. Tant pis. Non, mais en fait, c'est les grandes découvertes sympas qu'on voit dans le croisé ces dernières années. Donc, il y a eu ça, il y a eu le trempage du greffon dans la vancomycine qui a permis, Ah oui. franchement, le terme est un peu exagéré, mais quasi de supprimer le risque infectieux dans cette chirurgie. Et puis là, on a en ce moment
l'excitation plutôt sur les différents types de prise en charge des lésions méniscales, avec la rampe lésion qui était une lésion qu'on décrivait pas trop avant. Et puis là, plus récemment, la question de la pente tibiale, où on commence à être de plus en plus interventionniste dès qu'on a une pente tibiale excessive, parce qu'on sait maintenant bien que ça va augmenter drastiquement le risque de rupture du croisé, quoi. Ah, c'est génial. Et alors, justement, par rapport à vos cohortes, tout ça, le traitement conservateur du LCA, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche justement pour certains types de personnes, ou est-ce que ça peut marcher pour tout le monde? Et deuxième question dans la question, est-ce que toi, tu tentes pour tout le monde au début traitement conservateur et tu te donnes une deadline, on va dire à 3 mois, et après tu sélectionnes ceux qui vont être le plus répondants entre guillemets à la chirurgie parce qu'ils sont déjà instables et tout, ou est-ce que dès le début tu peux dire bah non, il y a tel type de risque, tel type de risque, tel type de risque, on opère direct, ou tu te donnes du temps? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qui est sujette à pas mal de discussions. J'ai eu la chance de travailler avec Benoît Perrault de Fontenay et Thibaut Noël là récemment sur un petit papier pour Kinésithérapie la revue, suite à une entre guillemets battle qu'on avait eue au congrès de kiné à Montpellier. Pour moi, il y a deux freins majeurs actuellement en France au traitement conservateur du LCA. Le premier frein, c'est la qualité de ce traitement, euh, qui est lié à un suivi, je pense, trop faible ou trop laxiste de ces patients, à des critères de retour au sport qui sont souvent pas bien faits ou pas suffisamment poussés. Et du coup, j'ai trop souvent des patients à qui je fais des traitements conservateurs que j'envoie au médecin du sport et au kiné du coup pour accompagner pour cette prise en charge du traitement conservateur et qui reviennent en fait au bout de 6 mois et qui me disent bah du coup en fait ça fait 4 mois que j'ai repris le foot et en fait mon genou il s'est déboîté 3 fois et du coup maintenant j'ai une anse de saut et en fait ça c'est catastrophique et donc euh, il faut, à mon sens, pour que le traitement conservateur soit bien mené, et c'est d'ailleurs ce que dit bien Benoît dans toutes ses présentations, un traitement conservateur, c'est aussi exigeant, voire plus exigeant qu'un traitement chirurgical. Ça nécessite un suivi prolongé, ça nécessite une validation de critères de retour au sport, et c'est pas juste on fait de la kiné et on fait pas de chirurgie, parce que ça, c'est sûr qu'on va à la catastrophe. Ça, c'est pour moi la première principale limite actuelle du traitement conservateur en France. Et pour moi, la deuxième problématique que je rencontre quand je discute de traitement conservateur avec des thérapeutes ou avec des patients, c'est la notion des lésions associées. C'est-à-dire que trop souvent, je discute avec des thérapeutes, que ce soit des médecins du sport ou des kinésithérapeutes, qui me disent oui, mais vous savez, de plus en plus, on parle de traitement conservateur pour les croisés. Du coup, là, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et en fait, bah, si le patient il a une lésion radiaire du ménisque externe, lui faire un traitement conservateur, c'est le condamner en fait. C'est le condamner à ce qu'on puisse jamais suturer son ménisque externe, soit parce que on a attendu trop longtemps et que la radiaire s'est complétée et puis il a fini par faire une anse de saut ou je ne sais quoi, soit parce qu'en fait on a mis en place cette suture du ménisque externe tardivement et que du coup le pronostic de la suture, il est beaucoup moins bon, comme c'est bien montré dans les études, au-delà de 3 ou 6 mois en fonction des cas. Donc, je pense que le traitement conservateur, c'est un très bon traitement, mais il faut bien sélectionner les patients, à savoir, il faut une observance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas des patients qui vont retourner faire du foot immédiatement. Et à mon sens, il ne faut pas de lésions méniscales suturables pour mettre en place un traitement conservateur parce que, encore une fois, et ça pour le coup, c'est bien montré dans les études, le pronostic réel du genou, c'est pas tant le croisé parce que finalement on se rend compte et on le voit bien dans les études quand on compare traitement conservateur et traitement chirurgical, le taux d'arthrose il semble pas différer de façon C'est le même. drastique en fonction du traitement. Par contre, c'est vraiment les ménisques. Et si on veut pouvoir sauver ces ménisques, quand il y a des lésions méniscales suturables, à mon sens, il faut
encourager les patients à un traitement chirurgical. Et enfin, c'est le truc effectivement, c'est pour moi la même philosophie que ce dont on avait parlé au début. Moi, je décide pas d'un traitement conservateur ou d'un traitement chirurgical pour mes patients. Je leur expose les avantages et les Tu dis. inconvénients. Et s'ils veulent un traitement conservateur, ils ont un traitement conservateur. S'ils veulent un traitement chirurgical, ils ont un traitement chirurgical. Et est-ce que ça existe ou est-ce que tu as déjà pris cette décision en te disant bon, il y a un ménisque, il y a un ménisque plus LCA, on va juste opérer pour suturer le ménisque et on va pas toucher au LCA, et ou est-ce que à partir du moment où tu es dedans, tu dis bon ben je suis dedans, je fais ménisque plus LCA et voilà, ou est-ce que déjà tu as déjà essayé de faire un mix entre voilà, en suture et on essaie de rester sur du conservateur du LCA? Alors, on peut, mais dans ces cas-là, on ne peut pas suturer le ménisque. En fait, une suture du ménisque sur un genou avec un croisé non fonctionnel, c'est dans les études 100% d'échec. Ça va Donc répéter, en ok. fait, ce qui peut se discuter, c'est éventuellement chez un patient, on va dire âgé avec une demande fonctionnelle faible, qui va se faire une anse de saut du ménisque médial en zone blanche, se dire bah on va débloquer le genou en faisant une ménisectomie médiale, et puis secondairement on va voir comment le genou va se comporter au niveau de l'instabilité. Et si le patient n'est pas instable, oui, je pense que c'est très bien de le laisser en traitement fonctionnel. Ok, ok, ah, trop bien, top. Et par rapport au LCA, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on sait que le taux de reprise du sport au même niveau, il est quand même assez faible et qu'il y a beaucoup Très de faible. gens qui s'adaptent. Est-ce que est-ce que c'est parce que c'est des études qui datent entre guillemets de il y a 10-15 ans et qu'on s'est amélioré, ou alors qu'est-ce qu'on fait mal, chir, médecin du sport, kiné, où c'est qu'on n'est pas bon, et patient aussi, où c'est qu'on n'est pas bon pour avoir des taux de reprise du sport au même niveau aussi important et pour voir autant de patients qui s'adaptent et qui, au lieu de faire du foot, ben, je vais faire de la course à pied. Qu'est-ce qu'on fait mal? Alors il y a plein de choses. Il y a, à mon sens, déjà, il y a un truc, c'est que, et je pense notamment aux patients aux alentours de, on va dire, 14-17 ans, dans les fins de, on va dire, fin de formation, quand ils aspirent à devenir professionnels. C'est pour moi une blessure qui induit un tel temps off, entre guillemets, que, en fait, il y a énormément de cas où, en fait, du coup, le joueur, il a, entre guillemets, loupé le train. C'est-à-dire il est plus titulaire dans l'équipe, sauf qu'en fait, à 15-16 ans, c'est le moment où va se décider le côté est-ce que tu signes un contrat d'aspirant ou un contrat futur pro ou je ne sais quoi. Et en fait, du coup, il va louper ce train-là et donc en fait, il le rattrapera pas. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, qui à mon sens est la possibilité où on peut progresser, c'est la dimension psychologique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de patients, et pour des causes psychologiques ou autres d'ailleurs, mais qui, quand je les programme pour une chirurgie du LCA, me disent ah non mais moi de toute façon je ne reprendrai pas le foot ou je Mm, ne reprendrai pas le rugby. C'est mm, bon, ça m'a mm, vacciné, c'était horrible. mm. Là, ça me met dans la merde au niveau de mon boulot, Le boulot, c'est de la pas famille, ouais. possible. Mm. J'ai des enfants maintenant, non, faut que je sois plus raisonnable, je vais faire autre chose. Et c'est vrai que, bah, notamment, c'est une question nous, que j'ai fait mettre dans toutes nos cohortes, parce que c'est à mon sens très important. C'est dans toutes nos cohortes, si vous ne reprenez pas le sport, vous est posé la question systématiquement, est-ce que vous n'avez pas repris le sport à cause de votre articulation? Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout la plupart des cas, c'est pas lié à l'articulation. C'est lié en fait à soit un changement de mode de vie, soit en fait une appréhension qui persiste, ce qui est quand même une cause assez importante. Et en fait, il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur la question de pourquoi les gens ne reprennent pas le sport. Et en fait, alors je dis pas que c'est jamais à cause de l'articulation, parce que c'est parfois à cause de l'articulation, mais c'est pas systématiquement lié à l'articulation. Ça veut Et dire là, que... je pense que la Vas-y, vas-y. dimension psychologique sera, à mon sens, un axe de travail dans le futur majeur pour mieux prendre en charge nos patients. Mm. Et du coup, quel peut être notre rôle? Alors peut-être travailler avec des psychologues du sport ou des préparateurs mentaux,
Mais est-ce que nous, on a quelque chose à, entre guillemets, à faire sur l'éducation thérapeutique, expliquer aux patients, ça va être long, ça va être dur. Tu vois, moi, il y en a plein et je m'en rends compte après, hein, mais qui ont l'impression qu'en fait, ça va être, la rééducation, ça va Ouais, être ça, quoi. Et que bien chaque sûr. jour, chaque semaine, ça va aller de mieux en mieux. Et ils te Bien disent, sûr. ouais, mais là, c'est normal, je suis au fond du seau, ça fait une semaine d'opération. Puis je leur dis, non, 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 si on zoome la courbe là, en fait, Ouais, ça fait ça. Et bien il y a sûr. des, et donc des fois, je leur dis, voilà, là, on est dans le creux de la vague. Mais si on dézoome, là, vous êtes beaucoup mieux qu'il y a un mois et demi où vous venez de vous faire opérer, vous aviez les béquilles, tout ça, là, quand même, ça va mieux. Et est-ce que Ouais. nous, est-ce qu'il faut les sensibiliser sur la longueur et la difficulté de cette rééduque? Ou comment, tu vois? Là, c'est vrai que c'est rigolo parce que on a, enfin, je pense que tous les chirurgiens et les intervenants, on a l'impression de leur dire systématiquement, voilà, ça va être long, la rééducation c'est long, ça demande un investissement important, etc. Pour autant, la quasi-totalité de mes patients, à la fin, quand on leur pose la question, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi dur, ils vous disent, ah non, c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais, quoi. Et souvent, les patients, moi, que je vois le plus dévastés en salle d'attente ou en consultation, c'est soit les patients qui ont cassé en contralatéral, soit les patients qui ont recassé leur plastique, parce que là, ils sont là en mode genre, ah, je suis en bas d'un Everest, quoi. Ça va être long, ça va être dur, etc., quoi. Donc, je pense que, à mon sens, là-dedans, nous, en tant que chirurgiens, on a un rôle effectivement de sensibilisation, mais en fait, notre intervention dans le processus du patient, que ce soit les consultations post-opératoires, préopératoires ou la chirurgie, c'est tellement ponctuel dans tout ce processus que notre rôle, à mon sens, il est quand même minime. Et c'est plus, à mon sens, le rôle du kiné qui va avoir un vrai suivi au long terme et développer une vraie relation avec le patient qui va avoir un vrai impact là-dessus. Et d'ailleurs, c'était un papier qu'on avait fait où on avait utilisé un score qui s'appelle le Q-Passerelle, qui est un score, un Patient Reported Outcome Measures, qui, en gros, le patient, il évalue la qualité de sa relation avec ses thérapeutes. Et en fait, on a montré que meilleure était la relation entre le patient et le kiné, et plus le taux de retour au sport, il avait tendance à augmenter. Donc ça aussi, c'est des C'est axes énorme. dont on parle moins et qui pourtant ont un réel impact sur le devenir de nos patients parce que ça va leur demander tellement de temps et tellement d'investissement que si la relation avec le kiné elle est pas bonne ou la relation même avec le chirurgien elle est pas bonne, bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. C'est intéressant ça. C'est des choses qu'on voit pas ou entre guillemets où on pense pas être influent là-dessus, mais au final si t'as une bonne relation, ça peut jouer aussi. C'est dingue. C'est sûr. Et puis après il y a toute la dimension aussi de l'appréhension, la peur de la reblessure là avec les scores type ACLRSI, ALRRSI, Shoulder Instability RSI et même HyperSI où en fait on se rend compte de plus en plus que ça, c'est une autre dimension, c'est-à-dire qu'on peut avoir un genou, une cheville ou une épaule qui fonctionne très bien, avec des tests fonctionnels qui sont très bons, un examen clinique qui est très bon, et pour autant il y a un blocage psychologique qui va réellement empêcher le patient de reprendre son sport. Et en fait, ce qu'on retrouve de plus en plus dans toutes les études, c'est que entre un score clinique et un score psychologique, et ben souvent ça va être le score psychologique qui va avoir le plus gros impact sur C'est la dingue. capacité ou non du patient à reprendre son sport. C'est énorme. Et par exemple, alors tu me dis si je me trompe, mais il y a une corrélation entre la force du quadriceps et le ACL-RSI. Oui, Ok. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis en pratique, tu le vois assez souvent quand les patients sont vraiment à l'arrache et qu'ils sont pas bons sur le quadriceps. Tu vois leur ACL-RSI et tu vois qu'ils sont pas bons non plus. Et donc, souvent, ce que j'essaie de leur expliquer, et ce que les collègues aussi leur expliquent, c'est que là, alors, on donne des pistes pour la suite de leur rééducation, etc. Et on leur dit que ce score-là, pour l'instant, c'est pas suffisamment bon, mais il va aussi évoluer. Ça paraît, tu sais, ça paraît déconnecté, mais en fait, plus ils vont prendre de la force, plus ils vont s'entraîner et plus ils auront confiance dans la force de leur quadriceps et du coup de leurs genoux, plus le score de ACL-RSI va reprendre, et moins du coup tu auras de risque de rupture, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Et puis il y a aussi, enfin,
Alors c'est marrant parce que moi c'était un sentiment que j'avais et pour autant il y a une étude, je sais pas si elle est publiée mais en tout cas elle a été présentée dans plusieurs congrès de l'équipe de Mérignac là qui travaille avec le Medical Stadium là-bas et qui fait d'ailleurs un super boulot là-bas. Et en fait ils ont montré que l'ACLRSI à 6 mois d'un LCA, en fait il avait tendance à stagner et que ça montait plus trop et Ok, qu'en fait c'était assez corrélé à la capacité du kinésithérapeute à réintroduire assez tôt les sauts. Et en fait, le fait de refaire des sauts, de reprendre confiance dans le genou, probablement qu'il faut avoir tendance à être plutôt précoce là-dessus, parce que il semblerait que si la CLRSI il est pas bon à 6 mois, et ben c'est pas dit qu'il augmente tant que ça, alors que moi mon sentiment, mais encore une fois, science vaut mieux que sentiment, c'était que en fait dans la phase de réathlétisation, euh, et ben les gens en se remettant dans leur pratique sportive et dans les gestes sportifs mm, qu'ils ont l'habitude de faire et en se rendant compte de la stabilité de leurs genoux, mm, ils seraient capables de récupérer de la mm, CLRSI à ce moment-là. Mais ouais, c'est pas ce que présentait l'équipe de Mérignac, donc c'est mm, intéressant potentiellement que l'enjeu de la récupération de la confiance de so- l'articulation, et ben ça se joue plutôt tôt dans le processus de rééducation. mm. Ouais, puis c'est aussi ce qu'on dit sur le control to chaos, c'est-à-dire que le fait de se rapprocher de la tâche en mettant, on va dire, une charge cognitive de plus en plus importante, ça peut arriver à mimer un peu ce qu'ils vont retrouver sur le terrain de foot, etc. Et que j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas passé par là, le ACLRSI, il va pas avoir tendance à remonter, et puis même le patient, il va jamais se sentir prêt parce que si, alors je caricature à fond, mais si tu fais juste de leg press, leg extension, leg curl, alors c'est hyper important sur la force, etc. Mais si tu fais ça pendant toute ta rééducation et qu'à 6 mois tu dis, bon, ben la force va bien, ouais, les sauts c'est correct parce qu'on a un peu bossé, vas-y, feu Ouais, flamme. ah non, mais c'est sûr que ça, enfin, là, tu vois, avec l'équipe de l'Uncle Go, et on a la chance d'avoir Bruno Tassignon et Ali Gokkeler, là, et Alexandre Marico qui nous aident sur le sujet, mais on est en train justement de faire un papier justement sur le développement d'un Uncle Go avec une composante neurocognitive et toute une dimension de perturbation. C'est sûr que ça, c'est euh, c'est c'est mieux, quoi. Mais le problème, c'est que tout le monde ne pourra pas avoir ça parce que c'est une logistique complexe. Je pense notamment, on a travaillé nous à la clinique du sport avec l'équipe de Clairefontaine sur la publication de leurs critères de retour au sport qui s'appelle le 11 to Perf, Mm, qui est un truc pour reprendre le foot après rupture du croisé. Le test, il est sur une semaine sur un terrain de football complet avec des perturbations et il y a un test qui dure 45 minutes. mm. Une Alors, mi-temps, ouais. bah oui, ça, c'est le Graal, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, Mais malheureusement, la mise en place de ça pour la plus grande partie de nos ouais. patients, c'est très Mm, compliqué. Mais c'est sûr que plus on va arriver à implémenter de la mise en situation, de la perturbation et de la fatigue musculaire, et mm, plus on va se rapprocher des conditions réelles, et plus en fait on va mieux encadrer la reprise sportive chez nos patients. c'est clair. Et justement, ça nous fait la passerelle pour l'Uncle Go. En tant que chirurgien, alors, tu as participé à l'élaboration de ce score, et en tant que chirurgien, qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Est-ce que tu as un cut-off maintenant où tu sais qu'à 3 mois, suivant où ils sont, ben, eux, c'est des candidats crédibles à l'opération, ou à quoi ça te, en pratique, comment tu l'utilises? Alors moi, déjà, je m'en sers tout le temps, et vraiment tout le temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment, c'est une photographie instantanée de l'état de la cheville de mes patients. Et je parle pas que des chevilles instables. C'est-à-dire que je m'en sers dans les Achilles, hein, c'est un papier qu'on a publié qui montre que ça marche bien dans le suivi des Achilles, mais je m'en sers aussi dans les pathologies défibulaires, dans les fractures de cheville, etc. Euh, En fait, je pense que l'erreur, ça a été que dans les publications, parce que c'est des questions statistiques, on s'est servi beaucoup de cut-off. Je pense que l'objet premier de ce test, il n'est pas de valider ou non des cut-offs. Il est pour moi, et au vu
de sa facilité de mise en œuvre, parce que c'est gratuit, parce que ça nécessite pas beaucoup de matériel et parce que ça nécessite pas énormément de temps. C'est plus, à mon sens, un monitoring des progrès de nos patients que réellement un test de reprise. C'est-à-dire que c'est pas comme des tests ISO où effectivement vous n'allez pas pouvoir faire des tests ISO, sauf si vous avez de la chance d'avoir un test ISO chez vous, mais vous pouvez pas faire des tests ISO tous les mois à vos patients. Alors qu'en fait, un Uncle Go, on pourrait presque imaginer de le faire tous les mois dans le processus de rééducation de nos patients avec une pathologie de cheville. Et ça permet réellement d'orienter la rééducation vers les points faibles de nos patients et donc d'accompagner au mieux tout le processus de rééducation. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois ce test. Euh, et je pense que c'est comme ça qu'il doit être pris, c'est qu'il faut pas hésiter à la répéter pour les mêmes patients, pour monitorer les progrès et puis pour se rendre compte des forces et faiblesses de nos patients à un instant T. Top. Et est-ce que tu as entre guillemets, des dynamiques de l'Uncle Go quand tu le fais tous les mois qui sont très rassurantes pour la reprise du sport et tu sais que ça va bien se passer, et d'autres dynamiques où peut-être à 2 mois ça va bien puis après ça stagne et quand ça commence à stagner tu dis ça y est on a perdu le truc? Bah ouais, ça arrive. Je pense notamment à toute la dimension, on va dire, raideur, où parfois on a, dans le cadre, je pense notamment aux fractures de cheville, on peut avoir des raideurs en flexion dorsale induites par ce type de blessure, où en fait on sait très bien qu'à un moment, la composante antérieure du SEBT, elle va stagner parce qu'en fait, la flexion dorsale, elle bougera plus. Et, mais ça aussi, c'est des informations qui sont intéressantes parce que entre avoir l'impression que la flexion dorsale, elle bouge plus, quand on examine le patient au niveau de ses mobilités de cheville et réellement avoir des mesures instrumentées, soit un weight bearing lunge test ou une composante antérieure du SEBT, ben, pour moi c'est pas du tout pareil. Et les angles, on sait très bien que les angles visuels, c'est beaucoup moins performant que un Bien réel sûr. test instrumenté, quoi. Top. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire si tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours? Bah oui, il y en a beaucoup. Moi, c'est sûr que j'ai toujours été assez attiré par les orthopédistes, on va dire, qui avaient tendance à arriver à concilier la recherche et la pratique clinique. Donc, bah, c'est sûr que euh, en épaule, des gens, des noms comme Gilles Valche en France, qui sont des gens en fait qui sont assez remarquables dans le sens où ils ont énormément publié avec des renommées internationales et en même temps c'est des gens qui restent excessivement bienveillants, accessibles et ça c'est sûr que le arriver à concilier le côté bienveillant, pédagogue, bon clinicien, bon chirurgien et bon chercheur, c'est pour moi le graal entre guillemets de ce à quoi j'aspire et puis ce à quoi pour moi les orthopédistes doivent aspirer. Euh, c'est sûr que toute l'équipe des gens que j'ai vus en Nouvelle-Zélande, qui m'ont toujours hyper bien accueilli, toujours très gentils, très accessibles, qui ont accepté de prendre le temps avec mon anglais initialement qui n'était pas parfait. Et ça, c'est sûr que c'est des expériences qui marquent. Et c'est aussi moi pour ça que j'ai voulu pousser pour le développement de notre fellowship à la clinique du sport. C'est parce que je voulais aussi recevoir des chirurgiens en formation et puis essayer aussi de transmettre et d'être bienveillant vis-à-vis d'eux. Et puis, bah, bien sûr, quand même, mon père, hein, de par déjà bah, son rôle de père, et puis lui aussi qui avait vraiment à cœur de développer ce côté transmission et recherche, ce qui à cette période-là était moins fréquent dans l'orthopédie, on va dire française. Enfin voilà, en tant que chef de service, il forçait par exemple ses internes à faire leur présentation des cas en anglais, ce qui à ce moment-là paraissait un peu absurde et était assez mal compris par les gens, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que globalement, vous pouvez être le meilleur chercheur du monde. Si vous n'êtes pas capable de parler anglais, ben, en fait, vous n'aurez pas les outils pour diffuser votre recherche et ça vous posera problème dans votre ascension, on va dire, en tant que chercheur.
Top. Et au niveau des livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué sur le sport, la performance ou autre? Moi, un des livres, alors le livre que je voudrais effectivement encourager les gens à lire, que j'ai beaucoup aimé, parce que il est à la fois très bien documenté et puis assez rigolo de par le message qu'il véhicule. C'est un livre qui a été écrit par un Australien qui s'appelle Surgery is the Ultimate Placebo, où en fait il s'attache à évaluer en fait euh, on va dire l'évidence based derrière pas mal de traitements chirurgicaux et les biais induits par pas mal d'études sur l'évaluation de la pertinence des traitements chirurgicaux, que ce soit orthopédiques ou autres, hein, mais voilà, c'est assez intéressant, c'est assez bien documenté et puis surtout ça montre cette part totalement affolante du placebo dans tous nos traitements et qui aussi apprend un peu l'humilité sur la réelle part de la chirurgie dans nos résultats, quoi. Mm. Ah, top. Et Alexandre, s'il y en a qui veulent te joindre, qui ont des questions à te poser, qui veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel tu es présent en particulier ou comment on peut te joindre? Euh, je suis pas mal présent sur LinkedIn ou Instagram ou Facebook d'ailleurs, mais après on peut me contacter directement par mail, c'est alexandre.hardy@me.com comme mi. Et voilà, faut pas hésiter. Moi, c'est vraiment un truc où ça m'a marqué et j'essaye du coup réellement de faire la même chose. Je me suis beaucoup baladé, je suis allé voir beaucoup de chirurgiens, que ce soit en France ou ailleurs, et j'ai toujours été frappé par la facilité d'accès des grands noms entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement bien reçu par les gens. Les gens, ils sont gentils, ils sont accessibles. Si vous êtes poli et que vous êtes sérieux, on vous recevra toujours gentiment. Et du coup, j'essaie vraiment de faire la même chose. Et voilà, on reçoit à la clinique, on reçoit beaucoup de kinés qui viennent pour une journée au bloc opératoire, pour voir ce que c'est que la chirurgie, parfois pour accompagner leurs patients. Et franchement, moi, j'ai toujours plaisir à recevoir les kinés au bloc pour échanger sur la prise en charge des patients et puis pour eux qui voient un petit peu ce que c'est que la chirurgie, parce que je suis toujours surpris par les barrières qu'on s'invente entre nos différentes spécialités, et c'est aussi ça l'aventure de l'Uncle Go, c'est les interactions entre deux chirurgiens avec Ronnie Lopez et deux rééducateurs avec Brice et François Fourchet. Et en fait, je trouve que c'est dans ces collaborations que se trouvent les vraies avancées pour nos patients. Et donc, c'est sûr que je pense qu'il faut pousser pour ça. Il faut que les chirurgiens, on aille voir des kinés et on discute avec des kinés. Et il faut que les kinés discutent avec des chirurgiens et avec des médecins du sport. Et c'est comme ça qu'on prend en charge correctement nos malades. Mm. Top. Alexandre, merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut.